Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. La France battue à l'instant par la Chine en match amical. Le score 1-0 pour son dernier match de préparation à une semaine de la Coupe du Monde. On y revient dans un instant et nous serons en direct de la Réunion. Drame en banlieue parisienne, une petite fille de 16 mois a été retrouvée morte, déshydratée dans la voiture de sa mère. C'est un couple qui a alerté les secours, mais ils n'ont pas pu ranimer l'enfant. Arrestation mouvementée hier soir à Bruxelles de l'assassin présumé d'une magistrate et d'un greffier. Le suspect a été interpellé dans un jardin public en possession d'une arme, probablement celle qui a servi à commettre le double meurtre. Le grand format de cette édition nous conduira en Afrique du Sud, où près de Johannesburg, plusieurs dizaines de familles blanches vivent dans le dénuement et la misère en marge de la société dans un bidonville. Enfin, Söderling Nadal, ce sera donc l'affiche dimanche du tournoi de tennis de Roland-Garros. Événement à vivre en direct sur France 2. L'Espagnol battu en huitième de finale l'année dernière par le Suédois aura sans doute à cœur d'en découdre. Et avant de développer ces titres, sachez qu'un mouvement de grève des personnels de France Télévisions ne permet pas, comme vous le voyez, de vous proposer votre journal habituel. Les revendications des grévistes concernent la réorganisation du groupe. Ce devait être une répétition générale pour les Bleus. Eh bien, elle a tourné court puisque l'équipe de France de football vient d'être battue il y a tout juste quelques minutes par la Chine sur le score de 1-0. Christophe Duchiron. En tribune ce soir à Saint-Pierre-de-la-Réunion, il y avait des supporters à perruque et sur le terrain le gang des Potiches, à savoir une équipe de France de faible envergure. Il paraît que c'était l'équipe type, mais en première période on a vu l'équipe toc. Raymond avait beau faire des moulinets avec les bras, rien n'y faisait. Nous étions saisis d'un mortel ennui. Face au maillot rouge de la Chine populaire, les Français étaient encore plus pâles que la couleur de leur maillot. Ils jouaient plus blanc que blanc. En clair, ils jouaient transparent. 0-0 au repos, c'était déjà 0 sur presque toute la ligne. En deuxième période, les Blancs sont passés sous la barre du 0. Après plus blanc que blanc, c'était plus nul que nul. La Chine, 84e nation au niveau mondial, a ouvert le score sur un coup franc du numéro 10 Deng Zuqiang. Piqués au vif, on n'ose pas dire dans leur orgueil, les Français réagissent et sont tout près de marquer, mais sans y parvenir. Pile à une semaine du début de la Coupe du Monde, la France s'incline 1-0 contre la Chine. Si l'on peut dire, c'est la crise sur le gâteau. Eh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En direct de Saint-Pierre-de-la-Réunion, on retrouve notre envoyé spécial, Manuel Tissier. Bonsoir Manuel. Alors, c'est une sacrée déculottée et à une semaine du début de la Coupe du Monde de foot, on n'est pas très rassuré. Oui, l'une des seules fois où l'équipe de France a perdu son dernier match de préparation, c'était en 2002 avant la calamiteuse campagne coréenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que le résultat, c'est le contenu qui inquiète puisque l'équipe de Chine, 84e au classement mondial, est beaucoup plus faible sur le papier que cette équipe de France qui n'a pas réussi à en prendre la mesure et qui s'est offert une belle crise de confiance, comme le disait Christophe Duchiron tout à l'heure, avant de prendre l'avion tout à l'heure. Les supporters réunionnais qui leur ont fait pendant tout le séjour un triomphe sont également déçus. C'est un peu un coup de froid. Eh bien le froid, ils vont le retrouver dès demain matin puisque l'hiver austral en Afrique du Sud ne dépasse pas 18 degrés de température. Ils atterriront demain à 6 h et seront dans leur camp de base de Naïsna vers 8h30 et ce sera là le début d'un long travail jusqu'au 11 juin pour affronter l'Uruguay. Et dans une semaine pile. Merci beaucoup Manuel Tissier en direct de Saint-Pierre-de-la-Réunion. 750 € d'amende pour la première fois. Un ministre de la 5e République, en l'occurrence Brice Hortefeux, est condamné pour injure raciale. Le ministre de l'Intérieur va faire appel de sa condamnation. Le Parti socialiste réclame sa démission. Ses propos, jugés outrageants envers les personnes d'origine arabe, avaient été tenus en septembre dernier. Yacine Benjanet, Nicolas Hauer. C'était en septembre dernier, à l'université d'été de l'UMP. Un militant veut poser avec Brice Hortefeux pour la photo. Ambiance décontractée. Très vite, la conversation s'oriente vers les origines maghrébines du jeune militant. C'est pas du tout ça. Il en faut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Les associations antiracistes avaient porté plainte contre le ministre pour injure publique, un délit. Le tribunal estime qu'il ne s'agit que d'une contravention en raison du caractère privé de ses propos. Mais il condamne Brice Hortefeux à 750 € d'amende et 2000 € de dommages et intérêts. Pour les juges, la phrase du ministre était incontestablement outrageante, sinon méprisante pour les personnes concernées, présentée comme un facteur de problème
soit négativement, du seul fait de leur origine. Une victoire selon les associations antiracistes. Il y a des expressions qui ne sont pas seulement malheureuses, mais qui sont racistes. Ce n'est pas une expression malheureuse, ce n'est pas une expression bon enfant, ce n'est pas une expression qu'on peut tenir, que n'importe qui peut tenir, et encore moins celui qui est en charge de responsabilités telles que Brice Hortefeux. L'avocat du ministre de l'Intérieur a aussitôt annoncé qu'il faisait appel. C'est une décision juridiquement critiquable et M. Brice Hortefeux décide de faire immédiatement appel de cette décision. Pourquoi juridiquement critiquable? Parce qu'elle n'est pas conforme à la jurisprudence pour le moment. Ce soir, le Parti socialiste réclame la démission du ministre, tandis que l'UMP lui réitère son soutien. Comment change-t-on d'avis en 24 heures? La défenseure des enfants pose la question publiquement après la volte-face du Sénat. Après avoir sorti du périmètre du futur défenseur des droits la fonction de Dominique Versini, eh bien voici celle-ci réintégrée. Explication Anne-Charlotte Inet, Sébastien Lafargue. Mercredi, les sénateurs adoptaient un texte destiné à maintenir l'existence d'une autorité chargée de la défense et de la protection des enfants. Hier, le gouvernement demande une seconde délibération et le Sénat lui donne gain de cause. Le poste de Dominique Versini, défenseur des enfants, va donc disparaître. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que le processus normal du passage à l'Assemblée nationale et du retour au Sénat, c'est pas fait. Pour moi, il y a quand même quelque chose d'inexplicable et d'incompréhensible sur cet acharnement de l'exécutif à vouloir supprimer le défenseur des enfants. Même colère chez les sénateurs de gauche pour qui ce nouveau vote est un déni de démocratie, comme l'explique Robert Badinter. Au premier chef, ce qui advient ici, c'est une forme d'humiliation pour le Sénat. Le Sénat a voté hier, clairement, je dirais après un débat où tout avait été dit. Le texte adopté prévoit de mettre en place une superstructure qui regroupera l'AALD, la Commission nationale de déontologie et le défenseur des enfants. Selon Guillaume Didier, le porte-parole de la garde des Sceaux, cette réforme va renforcer le droit des enfants. Aujourd'hui, le défenseur des enfants ne peut pas se saisir d'office. Il ne peut pas saisir une autorité disciplinaire. Il ne peut pas témoigner en justice. Demain, le défenseur des droits le pourra. C'est donc un progrès considérable pour la défense des enfants. Le texte doit maintenant être examiné à l'Assemblée nationale par les députés. Ce n'est malheureusement pas le premier drame de ce genre. Une petite fille de 16 mois a été retrouvée morte dans la voiture de sa mère à Arcueil, dans le Val-de-Marne. C'est un couple qui a donné l'alerte vers 14h30 aujourd'hui, mais les secours n'ont rien pu faire. La mère de l'enfant était entendue cet après-midi. Je propose d'écouter le procureur de la République de Créteil. Cette petite fille est la dernière, la quatrième enfant d'une fratrie de 4 enfants. Dont l'un présente des graves problèmes de santé, qui n'est pas la petite fille, qui est un autre de ses enfants. Et d'après les éléments d'information que nous avons, les parents ont passé une grande partie de la nuit au chevet de cet autre enfant à l'hôpital. La maman, fatiguée certainement, s'est réveillée en retard, enfin était en retard à son travail, a pris l'enfant qu'elle devait déposer chez une nourrice à Brétigny-sur-Orge. Elle a garé la voiture et elle a oublié la petite enfant qui était dans un siège auto à l'arrière. Moins de 24 heures après le double meurtre du tribunal de Bruxelles, la police pense tenir l'auteur présumé des faits. L'homme de 47 ans a été interpellé hier soir dans un jardin public en possession d'une arme. Le suspect dit avoir agi par vengeance. François Baudonnet, Frédéric Furnemont. L'homme à terre est le meurtrier présumé de la juge et du greffier. Il vient tout juste d'être neutralisé par les policiers de Bruxelles. Dans la confusion générale, un membre des forces de l'ordre tire par erreur, sans gravité. Preuve que la tension est extrême. Quelques minutes auparavant, dans ce parc très fréquenté, l'homme avait sorti son arme et tiré en l'air à plusieurs reprises. Ce soir, le parquet de Bruxelles commence à comprendre ce qui a motivé son acte. Il aurait fait ça pour des motifs de vengeance à l'égard de la justice dans son entièreté et spécifiquement à l'égard du juge de paix du 4e canton, puisqu'il avait, il y a quelques années, été jugé dans le cadre d'un litige locatif. À la suite de ce jugement, l'homme avait été expulsé de son logement et il n'avait plus de domicile fixe. Depuis hier,
Les hommages poignants des magistrats, mais aussi des politiques se multiplient. Et les Belges, eux, sont sous le choc. Je pense que tout le monde est tétanisé, glacé par cet événement. Quelqu'un qui fait son travail correctement, qui est là pour aider les gens, je suis désolé, il ne méritait pas ça. Complètement dégueulasse, c'est écœurant même quand on voit ça. Le meurtrier présumé, blessé lors de son arrestation, devrait maintenant subir des examens psychiatriques. Avec ce drame, toute la Belgique découvre qu'il est très facile de se procurer une arme à feu. Le meurtrier présumé en avait acheté une dans la rue à Bruxelles il y a 3 ans et depuis, il l'a portée en toute illégalité. 4 jours après l'arraisonnement musclé de la flottille humanitaire par Israël, l'attitude des autorités israéliennes continue de diviser l'opinion internationale. Plusieurs manifestations de protestation ont été organisées, vous le voyez, en Turquie, en Égypte et comme sur ces images en Malaisie. Et pendant qu'un cargo irlandais d'aide humanitaire, lui aussi aux Palestiniens, fait en ce moment route vers Gaza, eh bien Israël refuse toujours d'être soumis à une enquête internationale, mais semble bien chercher un compromis pour ne pas fâcher Washington, son principal bailleur. Enfin, les Français présents à bord de la flottille sont rentrés en France. Loubna Anaki, Olivier Martinez. Ce matin, les militants pro-palestiniens qui se trouvaient à bord des bateaux arraisonnés par les Israéliens ont convié les médias. L'occasion de raconter dans le détail l'intervention de l'armée israélienne et leur détention. On nous emmène à un centre de détention secret où on a joué énormément sur nos nerfs. Jusqu'à la dernière seconde, on ne savait pas ce qui nous arrivait. Certains membres du collectif parlent de traumatisme et ils ne comptent pas en rester là, comme l'explique leur avocate, maître Liliane Glock. 2 plaintes ont déjà été déposées et que d'autres vont suivre. Nous disons au gouvernement, la France a qualité pour mener l'enquête en ce qui concerne les ressortissants français. Juridiquement, la France peut le faire et elle doit le faire. Un peu plus tôt, Thomas Sommerhoudville, qui faisait lui aussi partie de l'expédition, a tenu à défendre son engagement pour Gaza. C'était un chargement humanitaire qui disait on vient à Gaza parce que personne ne fait rien. Donc oui, dans ce sens-là aussi c'est politique, oui. Mais enfin, je ne vais pas rappeler à M. Kouchner ces années de militantisme humanitaire, mais et son devoir d'ingérence. Et malgré les événements de lundi, le collectif promet des opérations similaires. D'ores et déjà, le Rachel Corrie, ce bateau irlandais, est en route. Mais le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien a déjà fait savoir que le blocus serait maintenu. Il propose une alternative. Israël est prêt à recevoir le bateau et débarquer sa cargaison, mais seulement après inspection pour s'assurer qu'il n'y a pas d'armes à bord. Nous sommes prêts à apporter les marchandises ensuite à Gaza. Le Rachel Corrie devrait arriver demain au large de Gaza. Et c'est dans ce contexte que Benoît XVI effectue son premier voyage en terre orthodoxe. Dès son arrivée à Chypre, le pape a appelé à l'unité de tous les chrétiens pour affermir l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Les Chypriotes attendent aussi de cette visite qu'elle attire l'attention sur la division de l'île depuis 36 ans maintenant. Benoît XVI n'a pas prévu de se rendre dans le nord, la partie occupée par la Turquie. Malgré des échecs répétés pour endiguer la marée noire, BP continue d'afficher sa confiance. Un entonnoir posé aujourd'hui pourrait permettre de canaliser le pétrole qui coule et jaillit sans discontinuer dans le golfe du Mexique depuis le 20 avril dernier. Le PDG de la société pétrolière est l'objet de toutes les critiques désormais. Enfin, Barack Obama doit à nouveau se rendre en Louisiane aujourd'hui. Stéphane Bretner. Au moment de partir pour la Louisiane ce matin, Barack Obama sait qu'il joue gros. Très critiqué pour son manque de fermeté sur la gestion de la marée noire, il va tenter, comme la semaine dernière, de redorer son image sur les plages. Hier sur CNN, il s'est mollement mis en colère. Vous savez, je suis furieux de cette situation parce que c'est l'exemple même de l'incapacité d'une entreprise à anticiper les conséquences de ses actes. Dans le golfe du Mexique, à 1500 mètres de profondeur, BP essaye une énième technique. Après avoir coupé le tuyau endommagé, les robots ont placé un couvercle sur la fuite pour ensuite pomper le pétrole en surface. Mais on sait déjà que cette opération ne permettra pas de siphonner tout le pétrole qui s'échappe. Le directeur d'exploitation de BP veut cependant rassurer.
C'est effrayant et ce n'est pas encore fini. Et ça fait peur aux gens. Je peux vous dire qu'on fait tout pour arrêter cette fuite, nettoyer et agir de façon responsable. Les temps sont durs pour la compagnie britannique. Depuis hier, le patron de BP compatit dans une publicité diffusée sur toutes les chaînes américaines. Sur le terrain, après les plages et les marais, ce sont maintenant les oiseaux mazoutés qui provoquent la colère. Le gouverneur de Louisiane, Bobby Jindal, ne manque jamais l'occasion de se faire le porte-parole d'une population à bout. Non seulement ça nous fend le cœur, mais ça nous énerve profondément. Vous voyez ces oiseaux englués dans le pétrole? Ça montre ce qui nous attend. Et que dire de ces plages de Floride où pour l'instant on se baigne tranquillement? Là-bas on se prépare. Du pétrole devrait arriver ce week-end et porter un coup fatal à la saison touristique qui vient à peine de commencer. La réforme des tutelles est en vigueur depuis plus d'1 an maintenant et de nombreux dossiers sont à ce titre réétudiés. La mise sous tutelle ou sous curatelle concerne les personnes les plus vulnérables qui n'ont plus l'autonomie nécessaire pour organiser tout simplement leur quotidien. Ils sont 700 000 en France. Leur prise en charge est un soulagement mais aussi parfois une contrainte. Cela fait 20 ans que ce quadragénaire dépend d'une association pour gérer son quotidien. Elle s'occupe à sa place de son compte en banque, du loyer, des factures diverses. Il est placé sous ce qu'on appelle une curatelle, qui le prive de certains de ses droits et lui pèse quelquefois. Ça m'aide quelque part, mais c'est dur quoi. Qu'est-ce qui est dur? C'est un peu dur à accepter les choses. Il n'y a pas trop de liberté. On n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant, voilà. Ce matin, cet homme, atteint de troubles mentaux, se rend au tribunal d'instance de Melun, à 50 km de là. La juge des tutelles doit réviser sa mesure de protection dans le cadre de la réforme, en vigueur depuis 1 an. C'est un peu dur quand même à accepter. C'est vrai que c'est pas très facile. Un allègement? Ouais. Vous allez reprendre la gestion de vos revenus. Il y a le loyer à payer, c'est vous qui allez faire face à toutes vos dépenses quotidiennes. Vous allez gérer vos ressources. Ah, ça va être dur. Hein. Ça vous angoisse? Un peu parce que c'est mon but. Quand la juge l'informe de ses responsabilités et lui propose d'alléger sa curatelle, il fait soudain marche arrière. C'est pas que vous préférez rester sur le modèle actuel. Et c'est sûr qu'il faut se lancer, Mais moi ça me fait un peu peur quoi. Je laisse la curatelle aggravée et moi c'est... Okay. On vous donne plus de liberté? Mais voilà quoi, j'en veux pas, non. C'est paradoxal, non? Non, c'est comme ça, Ça vous rassure? Ouais, ça me rassure, tout à fait. Au revoir. Au revoir, monsieur. Toute la journée, majeurs protégés, familles et tuteurs vont se succéder dans le bureau de la juge. C'est souvent l'entourage proche qui demande à ce que la personne vulnérable soit placée sous curatelle. Patrimoine, famille, tout est examiné. Il aura fallu attendre 40 ans avant de réformer le système qui protège mieux les personnes fragiles. Concernant le droit. Les juges des tutelles, on s'interroge, est-ce que cette demande qui m'est faite, est-ce que j'y réponds, est-ce que c'est nécessaire? C'est pour ça qu'on fait une audition qui est assez longue, on prévoit une demi-heure. Et quand les personnes dépendantes ne peuvent se déplacer, c'est la juge qui va les visiter. Une fois par mois, Catherine Tessot se rend avec sa greffière auprès de personnes âgées. Vous êtes d'accord pour que quelqu'un s'occupe de la gestion de vos revenus et de votre patrimoine? Moi, je peux pas m'en occuper, je D'accord. sais pas si c'est calé. Vos frères avaient de l'argent, Oui, j'ai vu que mais vous, mis. personnellement, vous ne savez pas. Moi, je sais rien, on m'a jamais rien dit. Alors. Depuis la réforme, la tutelle prononcée en cas de surendettement, par exemple, a disparu. Elle est désormais réservée aux personnes atteintes de handicap ou de troubles mentaux, comme Alzheimer. Effectivement, le vieillissement de la population va nous amener à continuer à avoir un nombre de dossiers très important, vraisemblablement. Et pour estimer l'étendue des troubles, la juge, au cours de ses auditions, a ses petits trucs. Je suppose, est-ce que vous savez combien vous gagnez tous les mois? Est-ce que vous pouvez me dire le nom du président de la République? Attendez, il y avait Giscard, il y avait Frédéric Mitterrand, et puis non, maintenant c'est Sarkozy. Encore faut-il que la personne accepte la privation de ses droits. Oui, il est resté longtemps. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi on m'a mis sous tutelle. On ne vous a pas encore mis sous tutelle. Mais j'ai pas besoin d'y être. J'instruis le dossier. Là. On n'est pas là pour rendre une sanction. C'est souvent l'image qu'ils ont. On est là pour les aider socialement. Une lourde charge et peu de moyens supplémentaires pour ces juges de Melun. 3500 dossiers à réviser d'ici 3 ans et demi. Dans plus de 9 cas sur 10, les mesures sont renouvelées. Mais cet après-midi-là, une jeune femme a la joie d'apprendre que sa curatelle est levée.
Enfin, c'est une bonne nouvelle. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui en France, près de 800 000 personnes sont ainsi protégées par la loi. Bonne fin de journée. Merci. Il est 20h18 à suivre dans votre journal. Un bidonville blanc en Afrique du Sud. Près de Johannesburg, plus de 200 personnes vivent dans la misère et en marge de la société. C'est notre grand format. Une finale hispano-suédoise dimanche à Roland-Garros. Nadal-Söderling, le second avait expulsé le premier dès les huitièmes de finale l'année dernière. Enfin, carrière solo pour Gaëtan Roussel. Aujourd'hui, l'ancien leader de Louise Attaque écrit pour les autres et surtout pour lui-même. Mais d'abord, à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, les petits Sud-Africains de Soweto ont eu le privilège, le bonheur d'admirer le trophée de la mythique compétition. Il était exposé dans cette banlieue de Johannesburg. Vous le voyez, une ambiance de fête et même de ferveur dans les rues et partout les couleurs de l'équipe nationale. À quelques dizaines de kilomètres de cet ancien township, une autre réalité, celle de ces quelques 200 hommes, femmes et enfants blancs qui vivent dans un bidonville en marge de la société. Et certains d'entre eux sont convaincus que ce sont les lois de discrimination positive favorables aux Noirs qui sont la cause de leur infortune. C'est le grand format de votre édition. Il est signé Dominique Derda et Frédéric Ranck. Le thermomètre ce matin ne dépasse pas les 10 degrés, c'est bientôt l'hiver en Afrique du Sud. Pour se laver et laver leurs 3 enfants, Chris et Chantel doivent d'abord faire du feu puis faire chauffer de l'eau. 6 ans déjà qu'ils vivent ici, sans grand espoir de repartir un jour. Une fois quand je cherchais du travail, on m'a dit vos papiers, pas de problème. C'est la couleur de votre peau qui n'est pas la bonne. Pendant l'apartheid, ce sont les Noirs qui souffraient. Oui, c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, c'est notre tour. C'est votre tour. Oui, c'est pas marrant, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? À une quarantaine de kilomètres de Johannesburg, Coronation Park fut longtemps un terrain de camping plutôt chic. Depuis une quinzaine d'années, c'est un ghetto de pauvres blancs, 220 personnes, dont une cinquantaine d'enfants, selon le dernier décompte d'Irene Van Niekerk, qui tentent de maintenir ici un semblant d'ordre et de propreté. L'an dernier, la municipalité a voulu les expulser pour accueillir à leur place, durant la Coupe du Monde, des supporters de football, un écran géant, des marchands de saucisses et de souvenirs. Pour les pousser à partir, on a même coupé l'électricité. Mais rien n'y a fait. Ils sont toujours là. Dieu a dit non. Il a voulu que nous restions ici, alors nous sommes restés ici. C'est grâce à lui qu'on a gagné contre la mairie au tribunal. Car l'amour de Dieu est tout puissant. Depuis l'avènement de la démocratie, la victoire de Nelson Mandela en 1994, l'Afrique du Sud a introduit un système de quotas. À compétences égales, les entreprises doivent embaucher des Noirs en priorité. Pour les Blancs non qualifiés, fini les emplois réservés. Il serait aujourd'hui entre 300 et 400 000 dans le pays, sans allocation chômage, sans aucune aide sociale. Une minorité au sein de la minorité blanche. J'ai un copain l'autre jour, il s'est peint en noir de la tête aux pieds. Puis il s'est mis à crier « Regardez maintenant, je suis noir, donnez-moi de l'argent !» Des Noirs pauvres en Afrique du Sud, il y en a des millions qui attendent toujours avec impatience de vivre mieux. À Coronation Park, ils sont une dizaine tout au plus. Ce sont les Blancs du camp qui les ont invités à s'installer là pour qu'on ne les accuse pas de perpétuer la ségrégation raciale. Mais les rapports ne sont pas toujours très chaleureux. Quand ils ont trop bu, il y en a qui nous traitent de sales nègres. Mais moi je leur dis, si vous cherchez la bagarre, vous allez la trouver. Ils boivent plutôt que de manger. Ils boivent beaucoup? Oui, ils ne mangent rien, c'est pour ça que parfois ils deviennent mauvais. Aujourd'hui, par chance, Irène et son mari ont reçu des vivres, du maïs, du poulet, des légumes, offerts par un bon samaritain. Ce n'est pas si fréquent. À la nuit tombante, on fait la queue devant les marmites. Pour la plupart, comme pour Chris, Chantel et leurs enfants, ce sera le seul repas chaud de la journée.
Les éléphants s'en souviendront, le forfait de Didier Drogba aujourd'hui contre le Japon à la 18e minute du match de préparation est de très mauvais augure pour la Coupe du Monde. L'attaquant et capitaine de l'équipe de Côte d'Ivoire souffre d'une fracture à l'avant-bras droit, ça s'appelle le cubitus précisément. Voilà, officiellement le joueur n'est pas forfait pour le mondial, mais lui-même ne semble pas très optimiste sur sa participation. Quant aux Mexicains que les Bleus affronteront le 17 juin, eh bien ils sont plutôt en forme et confiants, rassurés par leur victoire 2-1 sur l'Italie hier soir à Bruxelles. Soderling-Nadal, ce sera donc l'affiche de la finale des internationaux de tennis de Roland-Garros dimanche. C'est un événement à suivre évidemment en direct sur France 2. La dernière confrontation des deux hommes sur la terre battue de la Porte d'Auteuil remonte à l'an dernier et avait tourné à l'avantage du Suédois dès les huitièmes de finale. Julien Benedetto, Guillaume Michel. On appelle ça le flegme suédois. Il est comme ça, Robin Soderling. Pas du genre à fanfaronner juste après un succès. Je suis un peu fatigué, mais c'est tellement bon. Avec Soderling et Berdych, la finesse est restée au vestiaire. Les deux colosses ne sont pas du genre à caresser la balle. Le Tchèque s'est sûrement vu en finale après avoir mené 2-7-1. Mais au petit jeu du « je frappe plus fort que toi », Soderling a le dernier mot, 6-3 dans l'ultime manche. Le voilà en finale, comme l'année dernière. En arrivant ici, mon ambition était de passer le premier tour. 2 semaines plus tard, je suis encore en finale. C'est mieux que dans mon plus beau rêve. Comme prévu dans l'autre demi-finale, Rafael Nadal a éliminé la révélation autrichienne du tournoi. Jürgen Melzer a visité les 4 coins du court central cet après-midi et récolté à l'arrivée une défaite honorable, 6-2, 6-3, 7-6. Battu ici même l'an dernier par Soderling, l'Espagnol aura sa revanche. C'est un très bon joueur, il a fait un super tournoi, alors on verra ce qui se passera dimanche, mais de toute façon ça sera un match très difficile. Soderling-Nadal, un duel qui sent la poudre, ce n'est pas un secret, les deux hommes ne s'apprécient guère, la finale dimanche s'annonce électrique. Vous le connaissez surtout comme leader de Louise Attaque, mais Gaëtan Roussel a fait des infidélités au groupe, il a composé pour Vanessa Paradis, Alain Bachung, mais c'est surtout pour lui-même et par lui-même qu'il veut exister sur la scène musicale française. Je voudrais que tu te ramènes. Quand Gaëtan Roussel apparaît, il y a toujours une ritournelle éternelle qui l'accompagne. Et je voudrais que tu te Souvenir de 1997, il est le chanteur des Louise Attaque, l'un des groupes phares du rock français. Aujourd'hui, Gaëtan Roussel voyage en solitaire. Sans prendre le temps de s'arrêter, il nageait sans respirer. Un premier album à son nom, un album enregistré à New York, un cocktail chanson pop et musique électro concocté avec sa nouvelle bande. À vouloir faire un disque qu'on va qualifier un peu de solo, moi j'ai jamais travaillé avec autant de gens, tu vois. Mais c'est super. Il est pop, je pense, ce disque. Donc après il est avec des touches d'électro, mais j'ai pas eu envie de quitter le fait de chanter en français par rapport à ce que j'avais envie d'exprimer. Écrire des chansons, c'est son job, pour lui et pour d'autres. Un monsieur qui m'a fait le plus beau cadeau de cette année, une chanson merveilleuse, somptueuse, c'est monsieur Gaëtan Roussel. Ses clients, Vanessa Paradis, Rachita ou Alain Bachung, un casting de rêve. Il y a là les fissures, fermer les serrures, comment voler le cerf-volant. Un jour, je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Il est pudique, alors il a failli ne pas inscrire son nom sur la pochette de son album. Pourtant, c'est sûr, dans le monde de la chanson française, Gaëtan Roussel est une signature qui va compter. Voilà pour l'essentiel. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Ce devait être un match pour se rassurer, une sorte de répétition générale pour les Bleus. Mais le dernier match amical de l'équipe de France de foot avant le mondial a tourné à l'avantage des Chinois. C'était il y a une demi-heure à Saint-Pierre de la Réunion.
1-0, but chinois inscrit en deuxième période sur coup franc. Je rappelle que la Coupe du Monde de foot démarre le 11 juin et pour sa première rencontre dans le groupe A, la France affrontera l'Uruguay. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo. Laurent Romeshko, 20h35, une émission spéciale de N'oubliez pas les paroles, présentée par Nagui avec de nombreux invités. Je vous retrouve demain dès 13h pour 1 heure d'information. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Merci de votre attention.